Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première conférence des entretiens enseignants-entreprises 2024. Je m'appelle Jean-Marc Vittori, je suis éditorialiste au quotidien Les Échos et ravi d'animer ce débat sur un monde qui se morcelle, un monde dont nous racontons les éclats jour après jour dans les colonnes de mon journal. Le titre de cette session est effectivement de la fragmentation idéologique à la fragmentation économique. Point d'interrogation, et le point d'interrogation est important. Il y a 2 décennies, le commentateur américain Tom Friedman avait publié un livre qui fit grand bruit, qui était titré The World is Flat, le monde est plat. Nous étions 15 ans après l'effondrement de l'URSS, 4 ans après l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce. C'était sûr, tous les pays du monde allaient regarder dans la même direction, celle d'un monde ouvert, avançant dans la voie défrichée par les pays occidentaux. Nous savons aujourd'hui que c'était une illusion. Les années 2010 ont été marquées par une remontée en puissance des nationalismes. Pierre-André de Chalendar l'évoquait tout à l'heure. On a eu évidemment l'élection de Trump aux États-Unis et le vote du Brexit au Royaume-Uni. On a eu aussi l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping en Chine et de Viktor Orban au pouvoir en Hongrie. Les années 2020, elles ont commencé avec l'épidémie de Covid, qui a évidemment été marquée par une fragmentation avec des fermetures chaotiques de frontières, puis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Un mouvement marquant à mes yeux a été le vote du 12 octobre 2022 aux Nations Unies sur la condamnation des annexions russes en Ukraine. 143 pays ont voté pour, 40 pays ont voté contre ou se sont abstenus. A priori, c'est un vote très clair de condamnation. Mais quand on regarde les populations, on voit que les pays qui ont voté pour ont le même nombre d'habitants que les pays qui ont voté contre ou se sont abstenus. Donc on a un monde vraiment parfois coupé en deux et parfois coupé en beaucoup plus d'unités, un monde idéologiquement déchiré, sans même évoquer les tensions autour de Taïwan, le conflit ouvert au Proche-Orient depuis l'automne dernier, ou le pic mondial des dépenses d'armement, y compris la relance du nucléaire. Mais cette fragmentation idéologique entraîne-t-elle une fragmentation économique ? L'indicateur le plus économique, le plus classique de la mondialisation, le ratio exportation mondiale sur PIB mondial stagne depuis maintenant plus d'une décennie, après avoir monté très rapidement au cours des décennies précédentes. Je voudrais juste mettre au pot de la discussion 2 études qui sont parues ce mois-ci et qui aboutissent à des résultats complètement contradictoires sur la question. D'abord, une étude des économistes de la Société Générale qui veut, je cite le titre, « déboulonner le mythe de la déglobalisation » et qui explique en gros que le ralentissement vient uniquement de l'industrie et de la Chine et qui reflète le progrès économique en Chine. Et puis ensuite, une étude d'une firme anglaise, Oxford Economics, qui explique au contraire que la montée du protectionnisme joue un rôle important et que les échanges de services ralentissent eux aussi très fortement depuis 15 ans. Et donc, on peut se poser la question sur cette fragmentation économique. Alors, vous avez sans doute de nombreuses questions. Vous pourrez les poser par voie électronique si vous n'êtes pas dans la salle. Et si vous êtes dans la salle, vous pourrez les poser aussi par oral en fin de session. Nous allons commencer classiquement par le diagnostic. Où en sommes-nous de cette fragmentation idéologique, fragmentation économique? Et je vais commencer avec vous, Alexandra de Hoop-Scheffer. Vous êtes politologue, vous êtes senior vice-présidente de GMF. Ce n'est pas la garantie mutuelle des fonctionnaires, mais c'est le German Marshall Fund of the United States, qui est une initiative qui a été créée aux États-Unis par l'Allemagne en remerciement et en mémoire du Marshall Fund. Ça existe depuis maintenant un demi-siècle. Vous êtes aussi consultante auprès des entreprises et du secteur public sur les questions de géopolitique. Et pour vous, l'axe majeur de morcellement, c'est pour le poser, c'est dans la lignée de ce que disait Sylvie Matelli dans l'introduction de ces entretiens. C'est vraiment la relation entre les États-Unis et la Chine. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, parfait. Ravi en tout cas d'être avec vous et de pouvoir partager ce moment d'échange. Je voulais peut-être ouvrir avec une idée que j'aimerais bien que vous reteniez, si possible. Mais une idée, moi, qui façonne en fait ma réflexion sur la géopolitique et les implications à la fois pour nos gouvernements, mais aussi les entreprises. C'est qu'en fait, aujourd'hui, cette boussole que vous voyez là, j'aime bien ce symbole de la boussole stratégique, en fait, et les remarques de Pierre-André de Chalendar l'a montré, en fait, à la fois les gouvernements et les entreprises aujourd'hui sont en quête d'une boussole stratégique pour comprendre d'abord et diagnostiquer ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui,
mais aussi au sein de nos sociétés et de notre classe politique. Et la France, comme vous le savez, traverse une phase qui représente cette polarisation politique dont on va parler et qui a des implications directes sur nos politiques économiques, ou en tout cas le manque aussi de cap et de vision à long terme pour notre pays et donc pour la place de notre pays en Europe et dans le monde. Et cette boussole stratégique, on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'on sait à peu près où on est aujourd'hui, mais on ne sait absolument pas dans quel monde on sera dans les années à venir. On est en pleine transition. Et donc moi, je voulais commencer avec cette idée, en fait, où on est dans une double polarisation. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dissocier la polarisation de nos sociétés et de nos classes politiques de la polarisation géopolitique et effectivement qui est totalement drivée, façonnée par la rivalité entre les États-Unis et la Chine. Ce qui est extrêmement intéressant mais aussi inquiétant, c'est que cette polarisation interne à nos sociétés et à nos politiques, et cette polarisation géopolitique, et vous l'avez très bien dit, cette carte que je vous invite à revisiter régulièrement du vote à l'AG, l'Assemblée générale des Nations unies, après l'invasion par la Russie de l'Ukraine, était extrêmement frappante. C'est-à-dire que tout d'un coup, les diplomaties occidentales se rendaient compte qu'un certain nombre de pays africains, l'Inde, bien sûr la Chine, n'étaient pas tout à fait de notre côté et trouvaient que l'invasion russe de l'Ukraine n'était pas si grave que ça et n'était donc pas sujette à être condamnée. Donc cette double polarisation s'auto-alimente, c'est-à-dire qu'en fait il y a un effet miroir entre la reconfiguration du paysage politique en Europe et a fortiori en France. On est en plein dedans, c'est pas agréable et on va en avoir pour des mois et des années encore d'instabilité. Et ça reflète en fait la recomposition aussi de l'ordre international. C'est-à-dire que en fait, ce que l'on constate, c'est que le jeu d'alliance, alliance politique en interne, et le jeu d'alliance à l'international est en train d'être profondément reconfiguré. En France, on le voit en live direct toutes les secondes, on a un président qui en fait doit apprendre, même pas réapprendre, mais apprendre à travailler avec les autres, à tendre la main vers des responsables politiques, des partis politiques qui ne partagent pas sa vision sur pratiquement tous les sujets. À l'international, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que cette carte dont vous venez de parler, c'est typiquement les pays vers lesquels nous, diplomatie française, européenne et a fortiori américaine, on doit se tourner parce que ces acteurs-là, l'Inde, la Turquie, le Qatar, qui est en train aujourd'hui d'essayer de négocier un cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie. C'est quand même incroyable, non ? Le Qatar devient aujourd'hui la puissance médiatrice entre l'Ukraine et la Russie. Bon, c'est des indicateurs extrêmement intéressants parce que ce jeu d'alliance est en train de se redéfinir et nous, Européens, effectivement, et là je suis totalement alignée avec ce qu'a dit Pierre-André de Chalandard, les Européens sont de plus en plus pris en étau entre la Chine et les États-Unis d'un côté et de l'autre, mais aussi on est en train de se dire qu'il va falloir aussi qu'on réapprenne à travailler avec ces autres puissances qu'on met grossièrement dans ce bloc du Sud global, mais qui ne reflète pas du tout la réalité, puisque au sein de ce bloc du Sud global, les pays mêmes sont en rivalité les uns avec les autres. Et donc c'est ça vraiment l'idée forte avec laquelle je voulais ouvrir cette discussion. La polarisation de nos sociétés, de notre classe politique, est un miroir de la polarisation de l'ordre international. Et donc la difficulté aujourd'hui, c'est que la manière dont les citoyens perçoivent leur gouvernement, c'est pas tant une crise de la démocratie, mais c'est une crise de la performance, ou ce qui est perçu comme une crise de la performance. C'est-à-dire que les citoyens européens, les élections européennes l'ont montré, les élections françaises l'ont montré, les élections allemandes qui vont bientôt avoir lieu vont le remontrer, montrent que les citoyens aujourd'hui perçoivent leur gouvernement comme pas capable de performer, d'apporter des solutions aux challenges, aux défis d'aujourd'hui et de demain, dont deux principaux, le climat, mais aussi l'immigration. Donc voilà, donc c'est une invitation à, je dirais, dans ces périodes de transition et de brouillard,
brouillard géopolitique et brouillard sociétal politique, à être créatif, à être beaucoup plus inventif en termes de comment on fait la politique, quelle vision on veut pour notre pays, à la fois en Europe, mais aussi dans le monde. Merci Alexandra. Donc double polarisation et puis des problèmes, hein, quand vous évoquez le climat et aussi l'immigration, des problèmes qui ne peuvent pas être résolus à l'échelle nationale. Des problèmes qui sont par nature des problèmes mondiaux. Sylvie Matelli, donc directrice de l'Institut Jacques Delors, organisme de réflexion autour des thématiques de l'Union européenne. Vous l'avez évoqué rapidement dans votre introduction, mais vous êtes économiste de formation. Et vous êtes venu aux questions de défense. Hein, c'est qui vous a fait découvrir que les économistes étaient souvent un peu naïfs. Vous ne l'avez pas dit aussi clairement tout à l'heure, mais il y a un peu de ça. Et vous associez dans votre réflexion systématiquement la dimension économique et la dimension politique. Hein. Vous avez publié un livre en 2020 qui s'appelle « Géopolitique de l'économie », d'ailleurs, qui illustre bien cette démarche avec 40 fiches. C'est très pédagogique. Je voudrais que... Alexandra nous a fait un tableau très politique. Je voudrais que vous commenciez à basculer sur le lien entre cette fragmentation idéologique et fragmentation économique. Est-ce que ça se passe comme ça? Comment est-ce que vous analysez cette question-là, au-delà de ce que vous avez évidemment déjà dit? Merci beaucoup. J'ai pas du tout pensé que les économistes étaient naïfs. Simplement, vous savez, moi j'ai été élevée à l'économie au début des années 90, donc le début de la mondialisation, cette mondialisation heureuse, cette fin de l'histoire, et avec cette idée un peu que en économie on pensait ceteris paribus, toute chose égale par ailleurs, donc l'économie se suffisait à elle-même en fait, et était déconnectée d'autres vecteurs d'influence et de mouvement. J'ai découvert en arrivant dans le monde de la géopolitique, c'était peut-être un petit peu plus compliqué que ça. Donc je ne sais pas si c'est de la naïveté, mais en tout cas, je ne le qualifierais pas de tel. Je vais rebondir peut-être sur ce que vous disiez sur la déglobalisation. Et ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai vu la thématique de notre table ronde il y a quelques semaines, au moment où j'ai reçu l'invitation, la question que je me suis tout de suite posée, c'était mais est-ce qu'au fond, c'est des fragmentations idéologiques qui entraînent une fragmentation économique ou l'inverse? Et j'aurais bien du mal à répondre à votre question parce que je pense que les éléments sont entremêlés et c'est ce qu'expliquait Alexandra, c'est qu'on est aujourd'hui dans un monde qui s'est complexifié parce que tout est interconnecté, tout est lié. Et c'est en ça, quelque part, que on n'est pas dans un monde qui se déglobalise au sens où les flux commerciaux viendraient à se réduire. C'est vrai qu'ils stagnent parce que les incertitudes font qu'ils stagnent aujourd'hui, mais comme le disait Monsieur de Chalandard, on est dans un monde qui a quand même profité pendant 30 ans et très fortement profité de toutes ces interdépendances. C'est parce qu'on a pu aller chercher, grâce à l'ouverture au commerce, qu'on a pu aller chercher des matières premières dans un certain nombre de pays qu'on s'est développé comme on s'est développé. Moi, il y a une petite phrase que m'avait citée un de mes professeurs quand j'étais à l'université, vous voyez sa date et je ne l'ai pas oubliée, qui expliquait que ce qui caractérisait, j'ai eu une formation sur les matières premières et ça m'avait passionné, ce qui caractérisait en fait les pays en développement ou les pays émergents et les pays développés dans leurs besoins en matières premières, c'est que dans un pays émergent, la Chine en son temps, vous avez besoin d'un nombre très limité de matières premières, mais en quantité phénoménale pour produire de l'acier ou autre. Quand vous êtes un pays avancé, technologiquement avancé, vous avez besoin de moins de matières premières en tant que telles, mais d'une diversité de matières premières énorme. Prenez une puce électronique ou un semi-conducteur. Dans un semi-conducteur, vous avez des centaines de matières premières. Là où dans une barre d'acier, vous n'avez pas grand-chose en fait. Vous avez de la quantité, mais pas de la qualité. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'il faut bien voir qu'on a parlé des GAFAM, on a parlé de ces technologies de l'information et de la communication. Elles ont pu se développer comme elles se sont développées ces 3 ou 4 dernières décennies parce que le commerce international et la mondialisation. Et ça, c'est un fait. C'est-à-dire un retour en arrière aurait des conséquences qui dépasseraient bien largement, et ça ne sera pas le cas d'ailleurs, qui dépasseraient bien largement ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Et de la même manière, pour relever les défis qui nous sont posés, au-delà du défi de la révolution digitale, mais le défi de la transition énergétique, le défi de la lutte contre le changement climatique, etc. On sait qu'on a aussi besoin d'innover, ça ne suffira pas, mais qu'on a aussi besoin d'innover. Et pour ce faire, on a besoin d'être tous interconnectés et de pouvoir commercer les uns les autres. Par contre, ce qu'on observe, et
si on veut parler de déglobalisation, c'est cet élément-là qu'il faut mettre en avant. Ce qu'on observe, c'est le retour des États. Dans la première globalisation contemporaine, donc années 90, post-guerre froide ou années 80, c'est véritablement ces États qui lâchent prise et qui disent aux entreprises, bien, allez conquérir des marchés dans le monde, saisissez toutes les opportunités, c'est les fameux gains à l'échange des économistes classiques, saisissez toutes les opportunités que peut vous offrir le commerce international. Nous, on vous laissera faire, ou en tout cas, on va créer les conditions pour que ce soit plus facile pour vous. On se rend compte, la conséquence de ça, ça a été effectivement l'émergence d'un certain nombre de pays, l'émergence économique dans un premier temps, avec ensuite des velléités de puissance, et la Chine a né l'archétype même, et donc l'émergence de ces nouvelles économies, de ces nouvelles puissances, avec des puissances installées qui se sont dit zut, on est en train de nous tailler des croupières, on est en train, alors pas seulement de nous prendre des parts de marché, on est en train aussi de vouloir peser dans les relations internationales. Et ça, c'est pas nouveau, hein, c'est les velléités de peser. Je ne vais pas parler de puissance dans les relations internationales. Elles datent d'un certain nombre de décennies et elles ont été extrêmement fortes à la fin des années 90, au début des années 2000, quand il a été question de réformer la gouvernance internationale et les grandes institutions internationales. La réaction des grandes puissances ou des puissances traditionnelles, ça a été une réaction plutôt de retour des États stratèges, alors pour de bonnes et de mauvaises raisons. C'est-à-dire, effectivement, on citait tout à l'heure l'exemple de la Chine qui ne respecte pas les règles du commerce international. Il est bien évident que là, pour le coup, il serait extrêmement naïf de ne pas se protéger de ce passager clandestin, quelque part, hein, de ce pays qui veut profiter d'un monde ouvert sans en respecter les règles et les grands principes. Mais c'est plus ce retour des États stratèges qui, aujourd'hui, recrée des enjeux géopolitiques ou renforce les enjeux géopolitiques, renforce les fragmentations économiques avec le concept développé par les États-Unis, et je ne vais pas aller plus loin parce que on pourrait en parler encore longtemps, c'est ce concept de mondialisation des amis. Au fond, aujourd'hui, il ne faudrait commercer qu'avec des pays qui sont des démocraties, qui sont des alliés, qui partagent nos valeurs, etc. etc. Moi, je veux bien. Pour une entreprise, en plus, c'est extrêmement pratique de déterminer, d'identifier les marchés qui sont assez sûrs, parce que assez stables politiquement, parce que plutôt en bonne relation avec notre pays, on ne risque pas l'extraterritorialité, on ne risque pas les sanctions, ainsi de suite. Sauf que, quelles sont les conséquences d'une telle fragmentation ? Quelles sont les conséquences d'une telle fragmentation? Et outre les questions de développement, les questions économiques et les questions d'intégration, elle pose aussi un certain nombre de questions politiques, un certain nombre de questions sociales, et au-delà de ça, crée des instabilités et crée de nouvelles difficultés. Je citais tout à l'heure l'idée de l'Europe et de cette Europe qui est aux portes de ces instabilités. Je crois qu'on le vit au quotidien en réalité. Ce qui est sûr, c'est que la globalisation prend toute une série de formes nouvelles. Vous avez parlé de la mondialisation des amis, le friendshoring, on parle aussi de nearshoring, de relocalisation d'activités près de ses frontières. Et la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, Ngozi Okonjo-Iweala, elle parle d'une remondialisation pour que les entreprises puissent diversifier leurs sources d'approvisionnement. C'est ce dont parlait Pierre-André de Chalandard quand il parlait des polymères qui venaient que du Japon. Il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent de nouveaux pays d'approvisionnement et donc qui se mondialisent vers des régions du monde vers lesquelles elles n'étaient pas forcément très ouvertes jusqu'à présent. Augustin de Romanet, on va voir ce qui se passe du côté entreprise, donc directeur général d'ADP, Aéroports de Paris, une entreprise qui est très fortement impactée par l'international. 5 avions sur 6 qui décollent des aéroports de Paris vont vers des pays étrangers chaque jour, donc une dimension très importante. Mais avant de parler de la dimension très entreprise, je voudrais d'abord une perspective un peu plus large, parce que Augustin de Romanet a aussi une fibre historienne très marquée, donc il voudrait repartir de Tocqueville. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, en fait, j'ai cherché à me demander si nous aurions effectivement sur le long terme une fragmentation économique liée à la fragmentation idéologique. Et en réalité, si on veut repartir, non pas forcément de Tocqueville, où je vais arriver dans quelques secondes,
l'économie a vocation à répondre aux besoins des humains. Or, si on regarde quels vont être les humains dans l'avenir, c'est la démographie qu'il faut regarder. Entre 2025 et 2050, le monde devrait compter 1,432 milliard de personnes en plus. Quelle est la proportion de cette croissance démographique qui va venir d'Afrique et d'Asie? 95%. 64% d'Afrique, plus 917 millions de personnes. 31% d'Asie, plus 445 millions. 102% des Amériques, 102 millions des Amériques, pardon. Et en Europe, nous aurions moins 141 millions de personnes. Ce qui veut dire que nous avons certainement une mondialisation qui a réduit la pauvreté et une mondialisation qui va devoir avoir à faire, entre guillemets, avec des humains de plus en plus nombreux dans les pays en voie de développement qui auront des besoins et des humains de plus en plus nombreux dans les pays développés qui seront âgés et qui auront besoin de services et qui auront une épargne très forte. Donc il y aura aussi des sujets d'adéquation épargne-investissement avec des pays à très forte épargne. Songez que le fonds souverain de la Norvège a plus de 1 000 milliards d'euros de réserves. Les fonds souverains des pays du Golfe ont des milliers de milliards d'euros de réserves pour financer l'après-pétrole. Et dans le même temps, vous avez des pays africains et asiatiques qui vont devoir financer la croissance économique de leur pays. Songez par exemple qu'en Inde, aujourd'hui, le PIB par habitant est de 2000 $. La croissance de l'Inde dans les 30 ans qui viennent va être extraordinaire. Le commissaire au plan indien dit 7% par an pendant 30 ans. Eh bien, si vous faites 7% par an pendant 30 ans, ça veut dire que vous doublez tous les 10 ans. Donc vous passez en 10 ans de 2 à 4 000, les 10 années suivantes de 4 000 à 8 000 et les 10 années suivantes de 8 000 à 16 000. Ce qui veut dire qu'en 30 ans, vous avez atteint, toutes choses égales par ailleurs, un PIB qui n'est même pas le tiers du PIB européen. Donc, la mondialisation des marchés de capitaux qui existent aujourd'hui va être mise à l'épreuve de la satisfaction de ces besoins. Certes, cette mondialisation, elle a connu des chocs. En 1913, elle s'est arrêtée avec la Première Guerre mondiale. En 1945, elle est repartie et nous avions environ en 2020, environ 60% du PIB mondial, le commerce mondial représentait 60% du PIB mondial. Donc cette mondialisation qui est mise à l'épreuve depuis les années Trump, comme l'a dit Pierre-André de Chalandard, est-elle menacée? Je ne le crois pas pour une raison qui tient notamment à la globalisation de l'information. Quand il est arrivé aux États-Unis, Tocqueville, en 1831, disait « La démocratie, c'est l'égalisation des conditions ». Et c'est ce qu'on a observé effectivement depuis le milieu du XIXe siècle. Tous les pays démocratiques ont vu une diminution des inégalités. Et puis avec Internet, je crois qu'on a eu une égalisation des aspirations. C'est-à-dire que dès qu'un humain devient un peu riche sur la Terre, ou même très riche, il a envie de la même Ferrari, du même sac Vuitton et du même sac Dior. Donc, je pense que nous avons une égalisation des aspirations dans le monde qui conduiront les politiques, qui, comme cela a été très justement dit par les intervenants précédents, ont le dernier mot, à ne pas pouvoir résister à contourner les obstacles à la mondialisation qui sont liés aux peurs, qui sont liés au nationalisme de populations qui craignent non seulement, comme vous l'avez dit madame, pour le climat et pour l'immigration, mais aussi pour le pouvoir d'achat, pour l'avenir de leurs enfants et pour un autre phénomène qui ne peut pas être traité aujourd'hui parce qu'il est trop compliqué, mais Patrick Artus pourrait en parler à loisir, qui est un phénomène relativement nouveau depuis une vingtaine d'années avec les taux d'intérêt très faibles, qui est l'écartement des conditions à raison du fait qu'une bonne partie de la population n'a pas accès au capital, donc n'a pas accès à la capitalisation. Vous vous souvenez qu'Einstein disait que la capitalisation, c'était la 8e merveille du monde. Aujourd'hui, dans nos sociétés, soit vous avez un patrimoine et un capital, et tous les ans, vous vous enrichissez de 7 à 8% par an pour cette partie de votre patrimoine. Et si vous n'avez pas accès au capital, vous restez là où vous êtes et vous avez un écartement des conditions. Mais ces défis
économiques, de difficultés des populations qui conduisent à des nationalismes, ces difficultés politiques de la guerre entre la Russie et la Chine, qui dépasse là aussi largement le cadre de ces débats, mais qui va structurer le XXIe siècle, ils vont être, d'une manière ou d'une autre, contournés par l'habileté des agents économiques qui recherchent leur intérêt propre. Je citerai simplement une illustration, et je m'arrêterai là, mon cher Jean-Marc, parce que je vois que je suis trop long, qui est l'embargo contre la Russie. Vous vous souvenez que nous disions que nous allions mettre la Russie à plat. Quelle est la croissance de la Russie au dernier trimestre? Un rythme annuel de 4% par an. Et qu'observe-t-on? On observe un détournement incroyable des flux de commerce de l'Europe vers la Russie via les États en ce temps. Le Kazakhstan, l'Ouzbékistan ou l'Arménie. Je prendrai simplement le Kazakhstan. Les exportations de produits techniques électroniques vers le Kazakhstan ont été multipliées par de l'Europe vers le Kazakhstan ont été multipliées par 4, et les exportations du Kazakhstan vers la Russie ont été multipliées par 4. Ce qui veut dire tout simplement que vous avez des intermédiaires dans tous les domaines, que ce soit les matières premières, que ce soit les produits finis, qui aujourd'hui font que les sanctions contre la Russie sont contournées. Tout ceci pour vous dire, en conclusion, que je suis relativement pessimiste à moyen terme sur la politique, parce que je pense que des sensibilités comme celles qui s'expriment aujourd'hui aux États-Unis avec les républicains, en Chine avec l'impérialisme, en Russie avec Poutine, menacent l'ordre mondial. Néanmoins, sur le long terme, je suis très optimiste parce que, à terme, c'est tout de même les besoins élémentaires des humains, c'est-à-dire se loger, se nourrir, se vêtir dans les pays en voie de développement, qui vont structurer l'évolution de l'économie mondiale. L'économie va contourner la politique. Je pense que l'économie, c'est avant tout la satisfaction des besoins des humains et que les politiques ont une charge terrible qui est d'assurer la cohésion des sociétés, mais que la cohésion des sociétés commence par le vote des électeurs avec leurs pieds, et ces électeurs votent lorsqu'on leur donne de quoi manger, de quoi se vêtir et de quoi se nourrir. Et de quoi se loger, pardon. Merci. Patrick Artus, donc économiste, longtemps chez Natixis, maintenant consultant, un des piliers des entretiens enseignants-entreprises. Dernier livre avec Marie-Paul Virard était titré, ton dernier livre était titré « Quelle France en 2050 ?» Le sous-titre était « Face aux grands défis en Europe et dans le monde ». Donc nous sommes au cœur du sujet. Je voudrais d'abord que tu nous donnes ton diagnostic, alors vraiment économique. Est-ce que ça se fragmente économiquement ou est-ce que c'est complètement contourné? Comment toi tu vois la situation? Oui, bonjour à tous. J'adhère à tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Enfin, je veux dire, on a une fragmentation idéologique, politique qui est extrêmement forte. Et d'ailleurs, j'ai certains camarades qui ont fait l'expérience de séparer en deux groupes les pays des Nations Unies, suivant les votes à la résolution contre la Russie, et qui ont montré que les flux commerciaux allaient plus vite entre les pays qui avaient le même vote aux Nations Unies que entre des pays qui avaient des votes différents aux Nations Unies. Donc, on pourrait avoir l'impression que il y a le protectionnisme. L'OMC recense le nombre de mesures protectionnistes. Il y avait 400 mesures protectionnistes en 2017. Il y en a aujourd'hui à peu près 2500. Donc on a multiplié par 6 le nombre de mesures protectionnistes de tout type. Et donc on peut avoir l'impression que cela a segmenté aussi l'économie réelle et abouti à une segmentation pas simplement idéologique, mais commerciale, mais économique du monde. Alors quand on regarde les chiffres, on a une vision assez différente. Le commerce mondial, effectivement, le commerce mondial évolue à peu près comme le PIB mondial, alors que jusqu'en 2007, il évoluait beaucoup plus rapidement que le PIB mondial. Mais ça n'est pas très étonnant. Enfin, jusqu'en 2007, il y avait l'entrée de la Chine dans les échanges mondiaux. Il y avait des facteurs de croissance du commerce mondial beaucoup plus rapides que celle du PIB. Depuis 2007, le commerce mondial croît
croît comme le PIB mondial, avec aussi une autre caractéristique qui est très intéressante, c'est que le commerce de services croît beaucoup plus vite que le commerce de biens. Les échanges de services progressent à peu près de 7% en volume par an. Les échanges de biens, cette année, vont augmenter d'à peu près 2%. Donc on a une déformation vers les échanges de services. Et les échanges de services, ce ne sont pas les mêmes pays qui sont au cœur des échanges de services. Les échanges de services, c'est essentiellement des échanges entre les États-Unis et l'Europe d'une part, et l'Inde, par exemple, d'autre part. Et il n'y a pas du tout de ralentissement. Tu disais qu'il y avait un ralentissement des échanges de services. Les chiffres que nous venons d'avoir de l'OMC montrent que plutôt ils accélèrent en réalité. Donc le commerce mondial ne freine pas globalement, ce qui peut être étonnant, mais voilà. Et il y a un autre indicateur qui est la participation aux chaînes de valeur globale. Donc on recense la part des biens qui passent par des chaînes de valeur, c'est-à-dire qui sont produits partiellement dans plusieurs pays. La participation aux chaînes de valeur globale, elle est de 49% aujourd'hui, ça veut dire que la moitié du commerce mondial est segmentée par les chaînes de valeur, et cette participation aux chaînes de valeur globale continue d'augmenter. Donc s'il y a des difficultés États-Unis-Chine, par exemple, on voit très bien qu'un certain nombre d'entreprises chinoises se sont localisées dans les pays d'Asie du Sud-Est et échangent et exportent vers le monde occidental à partir de la Malaisie, du Vietnam, de l'Indonésie. Donc il n'y a pas eu d'effet négatif sur l'organisation de la production, de la segmentation idéologique du monde. Alors, donc je ne crois pas qu'on voit aujourd'hui d'effets de ralentissement du commerce mondial ou d'effets négatifs sur le commerce mondial de la segmentation idéologique, sauf, il y a une donnée qui est extraordinairement spectaculaire, ce sont les investissements directs vers la Chine. Les investissements directs d'entreprises vers la Chine, qui étaient de 400 milliards de dollars jusqu'en 2022, sont tombés à zéro. Et donc, il y a la seule chose qui se passe vraiment, c'est l'aversion pour le risque chinois des entrepreneurs internationaux. Les entrepreneurs internationaux ont décidé que c'était trop dangereux pour des raisons de régulation interne, pour des raisons de conflit entre la Chine et les États-Unis, de continuer à investir en Chine. Ça ne fait pas baisser les flux globaux d'investissements directs. Ces investissements directs qui ne vont plus en Chine vont vers d'autres pays émergents, en particulier les gagnants, entre parenthèses, du problème chinois sont les pays d'Europe centrale. Et c'est l'Inde, et c'est un certain nombre de pays d'Asie du Sud-Est, et c'est quelques pays d'Amérique latine. Alors, pour dresser des perspectives, on reviendra sur les perspectives dans un deuxième temps. Juste un mot, tu me permets. Pour réagir à ce qu'a dit Augustin, je crois qu'il faut vraiment faire une très grande différence entre les États-Unis et l'Europe. Les États-Unis n'ont pas de problème démographique. Entre l'immigration et la natalité naturelle, la population américaine va continuer à augmenter. Les États-Unis ont des gains de productivité très importants. Et donc les États-Unis ne sont pas dans le camp des pays occidentaux qui vont avoir une contraction de leur poids. Si on prévoit le poids dans l'économie mondiale en 2050 des États-Unis, il croît. Alors que le poids de l'Europe s'effondre au profit de l'Inde, des pays d'Asie du Sud-Est, etc. Donc, et par ailleurs, les États-Unis, et donc je voudrais, si tu me donnes 20 secondes étendre ce constat au marché financier, les États-Unis ont une autre caractéristique, c'est que ce sont des énormes emprunteurs. Les États-Unis ont à peu près 5 points de PIB de déficit de leur balance courante chaque année. Ça veut dire qu'ils empruntent au reste du monde. Et on pourrait aussi se pencher sur le risque de déglobalisation financière. Or, on ne voit absolument aucun aspect de la déglobalisation financière. Quand on regarde le poids du dollar dans les émissions financières internationales, dans les échanges du marché d'échange, dans
dans la facturation des flux de commerce mondiaux, le poids du dollar depuis quelques années augmente assez rapidement. Donc au contraire, les États-Unis sont de plus en plus importants du point de vue financier. Et donc, donc vraiment, la seule déglobalisation qu'on voit, c'est cette déglobalisation des entreprises qui refusent d'aller en Chine. Et d'investir davantage en Chine, mais on ne voit aucune haute de globalisation. Et alors, je garde mon point sur les perspectives. Juste un dernier mot. Et effectivement, il va se poser, et on l'a tous dit, il va se poser le problème de qui va avoir raison à la fin, c'est-à-dire la logique économique ou la logique d'entreprise. Et moi, je pense, et moi, je suis plus près de Pierre-André que de mes voisins à cette table ronde. Je pense que l'exemple, par exemple, des grandes crises de protectionnisme du passé montre que si le degré de protectionnisme de la planète dépasse un certain stade, il conduit à un effondrement de l'économie, à une récession. Et donc, je pense que Augustin est trop optimiste. Enfin, si les États veulent nous plonger dans une crise économique basée sur un protectionnisme très important, ils ont le pouvoir de le faire et les citoyens ne l'éviteront pas, au moins pendant Ils ont encore le pouvoir de le faire. Si je peux me permettre, j'ai dit qu'à moyen terme, j'étais de cet avis-là, mais en revanche, sur le long terme, ils ne gagneront pas. Oui. Mais... On reviendra sur le terme. Je voudrais qu'on parle tout de suite des conséquences justement pour les entreprises avec Augustin. Concrètement, sur un secteur comme le transport... Le transport aérien et les infrastructures qui vont avec, comment ça se passe? Est-ce qu'on sent des relations qui sont plus compliquées? Voilà. D'abord, témoignage du chef d'entreprise. Je voulais juste confirmer ce que disait Patrick Artus, c'est-à-dire qu'il n'est plus question pour nous d'investir en Chine. La Chine est un pays qui a des règles tellement obscures. D'ailleurs, dans le domaine aéroportuaire, il y a des créations d'aéroports tous les matins en Chine. Il n'est pas question, il n'y a pas un acteur mondial qui investit dans les aéroports en Chine. En revanche, c'est vrai que nous avons fait une acquisition considérable en Inde en 2000 et qu'aujourd'hui, nous regardons l'Europe centrale et l'Amérique latine, comme tu l'as dit. Donc, il y a toujours, en matière aéroportuaire, il y a quelques grandes entreprises mondiales, dont 2 entreprises françaises, le groupe Vinci et le groupe ADP, qui participent de ce besoin d'investissement des pays en voie de développement. Nous avons beaucoup de pays en voie de développement qui ont besoin de construire des aéroports. Un aéroport, ça coûte cher. Je prenais simplement le nouvel aéroport d'Istanbul, qui a été créé par la Turquie pour accroître son pouvoir économique. Il a nécessité 15 milliards d'euros d'investissement. Donc, en matière d'aéronautique, les États essayent d'utiliser ce moteur de croissance pour leur prospérité. Vous savez que Dubaï a fondé son développement il y a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années en copiant les Pays-Bas, c'est-à-dire considérant que ce serait un pays de transport et de commerce. Et aujourd'hui, on estime que près du tiers du PIB de Dubaï est lié soit à l'aéroport, soit à la compagnie aérienne Emirates, dont on dit de façon humoristique que quand elle reçoit un avion, elle jette un dé sur la planisphère pour savoir vers quelle destination elle l'enverra. Donc, il y a aujourd'hui une compétition dans le monde pour savoir qui aura les hubs les plus puissants. La Turquie a construit avec l'aéroport d'Istanbul un aéroport qui est destiné à accueillir potentiellement, avec 6 pistes, 200 millions de passagers par an. C'est-à-dire qu'avec 200 millions de passagers par an, on atteint la saturation du ciel au point de vue du contrôle aérien. Donc on ne pourra pas avoir plus. Et la Turquie a voulu profiter de sa situation géographique. 200 millions, c'est 2 fois ce qu'il y a à Paris. Hein. C'est exactement 2 fois ce qu'il y a à Paris, Charles de Gaulle plus l'Orly réunis. La Turquie a voulu profiter de sa position géographique puisqu'on peut accéder à 40% de la population mondiale à partir de la Turquie avec des avions qu'on appelle monocouloirs, c'est-à-dire des petits avions avec 2 moteurs simplement. La Turquie est en train de réussir avec une compagnie aérienne qui s'appelle Turkish qui est en train de croître beaucoup plus vite que toutes les autres compagnies mondiales. Mais il y a un autre pays qui se développe, c'est l'Inde. L'Inde a pour ambition de concurrencer les pays du Golfe comme hub dans le monde. Aujourd'hui, un des principaux hubs concurrents des hubs, enfin les principaux hubs concurrents des hubs européens, c'est Doha au Qatar, Abu Dhabi, Dubaï et éventuellement Oman. Et les Indiens sont jaloux et sont en train de construire une quantité astronomique d'aéroports
d'acheter, vous l'avez vu l'an dernier, ils ont commandé 500 avions en une seule année, alors qu'il y a 10 ans, même 5 ans seulement, il y avait 500 avions pour toute l'Inde. Donc aujourd'hui, ils augmentent leur stock de 500 avions par an, ce qui montre que l'Inde a fait du secteur de l'aviation un domaine destiné à améliorer la croissance économique du pays. Donc, je ne veux pas être trop long sur l'aviation, sinon pour dire que l'aviation va représenter un défi technologique considérable pour les ingénieurs, parce qu'aujourd'hui, si vous me demandez si on est capable techniquement d'être zéro émission carbone en 2050, comme cela a résulté d'un engagement de l'OACI à Montréal il y a 1 an et demi, la réponse est non. Nous n'avons pas aujourd'hui la certitude que les technologies, c'est-à-dire éventuellement l'avion à hydrogène, la disponibilité des carburants durables, et puis peut-être l'avion électrique pour les courts courriers, nous n'avons pas la certitude que nous serons zéro émission nette en 2050. Et pourtant, le transport aérien a vocation à continuer à croître plus que le PIB, puisqu'aujourd'hui, on estime qu'il n'y a qu'entre 5 et 7% de la population mondiale qui a déjà pris l'avion une fois dans sa vie. Songez que, par exemple, en Inde, un Indien moyen voyage 28 fois moins qu'un Américain. Donc, tout à l'heure, je parlais de la croissance démographique dans les pays en voie de développement, mais à cette croissance démographique est associée une croissance des classes moyennes. Or, le premier besoin d'une personne qui accède à un statut de classe moyenne, dès lors qu'elle a les besoins élémentaires dont je parlais tout à l'heure, c'est de voyager. Et donc, le tourisme va être un vecteur de croissance qui va être porté par l'aviation. Et donc, le défi du monde aérien va être de respecter une croissance un tout petit peu raisonnée afin d'éviter ce que j'appellerais un backlash qui serait une réaction de proscription du transport aérien, voire de contingentement avec des quotas et des limitations qui seraient imposées aux voyageurs. Ce qui est décrit ici pour le transport aérien, c'est qu'on a des États et des entreprises qui fonctionnent en symbiose étroite pour une stratégie nationale de conquête à l'international et donc de continuation d'une forme de mondialisation, puisque c'est évidemment une forme de mondialisation, même si on a vu que dans le cadre de ce qui s'est passé avec la Russie, il y a eu des interdictions de contour, enfin de vol, et donc qui posent tout de même des questions. Oui, et ce qui est très important, c'est que les liens entre les États et les entreprises sont considérables, puisque dans la plupart des États du monde, les entreprises privées qui interviennent dans le monde aéroportuaire interviennent en tant que concédants des États. Et souvent pour des concessions qui ont des durées limitées, c'est-à-dire que les États gardent à la fin le dernier mot. Et tout le débat qu'il y a eu sur la privatisation du groupe ADP en France était très intéressant, parce qu'il a montré à quel point pour l'opinion publique, la détention de la société aéroportuaire était un enjeu politique. Et je crois que c'est un enjeu politique parce que pour un pays, maîtriser sa principale porte d'entrée demeure un enjeu important. Alexandra, vous conseillez des entreprises. Et pour vous, les entreprises, dans cette fragmentation, elles ont aussi un rôle à jouer. Ce sont des acteurs à part entière. Oui, bien sûr. Et peut-être juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, moi, je suis profondément convaincue que c'est tous les enjeux en fait, de sécurité nationale qui vont en fait définir la politique économique étatique. Et en fait, aujourd'hui, la sécurité nationale égale la sécurité économique, et la sécurité économique est un enjeu de sécurité nationale. Et c'est pour ça, et moi je le vois, ça fait maintenant près de 15 ans que j'accompagne des grosses boîtes du CAC 40 sur les risques géopolitiques. Ce que l'on voit, c'est que le secteur privé, aujourd'hui et demain, en fait, sera de plus en plus contraint dans ses décisions d'investissement, de stratégie, d'ouverture de marché ou autres, par les intérêts politiques et stratégiques. C'est ce qu'en anglais on dit, c'est le safe over cheap. C'est la sécurité
avant le profit, comment on dirait, pas cher. C'est exactement ce que vous disiez, Monsieur de Chalandard, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher ce qu'il y a de moins cher en Chine, et là on le voit, et je le vois en fait dans toutes les entreprises que j'accompagne, il y a vraiment aujourd'hui une totale revue de la stratégie envers notamment des pays qui sont dirigés par des régimes autoritaires. L'Ukraine a été un exemple où tout d'un coup certaines entreprises ont dû totalement revoir leur présence sur le marché russe. On l'a suivi de près, et maintenant c'est la Chine. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'on se tourne vers ces pays entre guillemets du Sud global, l'Inde et autres, mais l'Inde c'est pas non plus un pays facile d'un point de vue réglementaire et autres. Et donc aussi, et puis on se tourne aussi de plus en plus vers les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite. Enfin tout ça, c'est pas des pays qui sont dirigés par des régimes démocratiques. Et donc là aussi, je pense que pour une entreprise, il faut tirer les leçons, en fait, de ces 15, 20, 30 dernières années de stratégie internationale et se dire, est-ce qu'on n'est peut-être pas à certains endroits en train de refaire les mêmes erreurs, en train d'approfondir des dépendances stratégiques, industrielles, technologiques, qui ensuite vont nous être coûteuses dans les 5, 10, 15 années à venir. Et donc c'est pour ça que moi j'incite toujours à articuler effectivement le court terme. Et le court terme, alors peut paraître assez sombre parce que c'est le crisis management, c'est la gestion de crise en permanence et donc on n'arrive pas à réfléchir au long terme. Mais quand on est dans la gestion de crise quotidienne, il ne faut pas que ça mène à des décisions court-termistes qui ensuite seront stratégiquement, économiquement, technologiquement, industriellement coûteuses. Et donc c'est ça qui, pour moi, est le gros défi. Et c'est là où on intègre la géopolitique et le lien entre l'économique et le business. C'est comment faire en sorte pour intégrer tous ces risques extra-financiers dans la stratégie, la définition de la stratégie à moyen long terme de l'entreprise, parce que ce sont ces risques-là qui vont revenir par effet de boomerang, revenir auprès du comité exécutif ou même du board dans les 5, 10, 15 ans à venir. Et d'ailleurs, le délai se raccourcit de plus en plus. On se dira « Ah bah zut !» on aurait dû réfléchir avant d'investir, etc. Donc c'est vraiment un travail d'anticipation, mais je dirais encore plus de tirer des leçons des investissements et des choix stratégiques des 5, 10, 15 dernières années à venir. Et ça s'applique aux entreprises et ça s'applique bien sûr au gouvernement. Et la guerre en Ukraine est un exemple de ça, où en fait on s'est dit notre dépendance, le fait qu'on achète le gaz et les énergies russes, en fait, ça va nous permettre d'avoir une paix sociale, entre guillemets, une paix stratégique, militaire, avec la Russie. Ça, c'était vraiment le modèle allemand qui est complètement remis en question. Mais l'Allemagne est un exemple très intéressant. Je travaille énormément avec nos collègues allemands. Je peux vous dire que ce n'est pas toujours très facile. Mais eux, ils ont effectivement du mal à sortir de cette période des 20-30 années de dépendance vis-à-vis du gaz russe, des énergies russes, mais aussi du marché chinois. Mais ça va revenir en effet boomerang. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre les décisions stratégiques le plus tôt possible et de manière très avisée, bien informée, pour sans doute limiter les implications à moyen et long terme. Donc ça, c'est vraiment, et je pense qu'aussi pour vous en tant qu'enseignant, c'est important aussi d'articuler toujours le court terme et le moyen long terme. Si on prend telle décision à tel moment, comment est-ce qu'on anticipe les implications à court moyen terme ? Et ça, bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus exigeant. Mais en fait, c'est absolument essentiel et je dirais vital, que ce soit pour une entreprise ou pour une société et un gouvernement. Patrick, au-delà de ce qu'ont dit Alexandra et Augustin, quelles conséquences de cette tectonique des plaques géopolitiques, géoéconomiques pour les entreprises ? Oui, je voudrais revenir sur la démographie.
je crois qu'on ne travaille pas assez la démographie et les conséquences de la démographie sur l'économie. C'était le thème d'un des entretiens enseignants-entreprises. Oui, l'année dernière. Voilà. Mais on avait beaucoup d'avance et on avait raison. Et on voit, quand on regarde la démographie, on voit que d'abord qu'il y a des pays qui vont avoir des problèmes de stratégie économique extrêmement importants. La Chine, par exemple, les dernières prévisions de population de la Chine sont inférieures à 600 millions d'habitants en 2100. Aujourd'hui, c'est plus d'1,4 milliard. Donc il y aura une division au moins par 2 de la population de la Chine. Et donc la stratégie de la Chine ne peut pas être une stratégie de croissance tirée par la demande intérieure. C'est nécessairement une stratégie d'expansion internationale par les exportations. D'ailleurs, ce qui est la stratégie de Xi Jinping aujourd'hui. Et donc on voit que la Chine va rentrer en conflit géopolitique et économique avec beaucoup de pays, avec les États-Unis, avec l'Europe, parce que la Chine ne peut pas se passer de la croissance de ses exportations. Et donc, si on a une réflexion d'entreprise, il faut essayer d'anticiper l'évolution de ce conflit. Et je crois que la relation économique et stratégique entre la Chine et les autres pays va être de plus en plus tendue, de plus en plus conflictuelle, parce qu'il y aura cette nécessité de la Chine, qu'aura la Chine de laisser, de tirer son économie par les exportations. Et d'ailleurs, les conséquences sont déjà visibles aujourd'hui. Il y a 12, quand on regarde la décomposition par secteur de l'économie chinoise, il y a 12 secteurs où la capacité installée en Chine est supérieure déjà à la croissance, à la demande mondiale. Et donc, c'est essentiellement des secteurs qui sont liés à la transition énergétique. Et donc, on aura probablement un conflit croissant entre la Chine, d'une part, l'Europe et les États-Unis, sur l'accès des produits chinois au marché intérieur. Et donc, on peut anticiper des droits de douane plus élevés. D'ailleurs, l'Europe a fixé des droits de douane par exemple sur les voitures électriques ou les batteries chinoises. Donc, il faut essayer, si on est dans le cadre d'une stratégie d'entreprise, d'anticiper où vont se développer ce type de conflits, et donc où il sera compliqué de faire du commerce dans le futur. Et je crois qu'il sera compliqué de faire du commerce avec la Chine, parce qu'il y aura cette contradiction entre les besoins de l'économie chinoise et les besoins des autres pays. Donc, ça va devenir plus compliqué, il va falloir faire attention. Sylvie, au-delà des entreprises, il y a aussi, vous avez parlé dans votre introduction de la société civile qui joue un rôle tout à fait important. Je voudrais que vous reveniez sur ce point-là. Comment ça peut se passer? Est-ce que cette société civile va pousser à la fragmentation ou à la poursuite d'une forme d'ouverture? Merci. Oui, c'est important, la société civile, et ça fait le lien entre tous les exposés également. Moi, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Monsieur de Romanet tout à l'heure, c'est que, in fine, la société civile, alors c'est pas seulement le consommateur, c'est aussi le travailleur dans les entreprises. Et si on revient sur la question démographique de la Chine, c'est que à la fin, quand il va y avoir une compétition toujours plus forte pour de la main-d'œuvre qualifiée sur la planète, où iront travailler les travailleurs les plus qualifiés? Les plus qualifiés, ça veut dire ceux qui ont la plus grande productivité, qui produisent par leur travail le plus de richesse. Il apparaît assez clair aujourd'hui, et je fais le lien avec ce que vous disiez tout à l'heure, il apparaît assez clair que moi, travailleur qualifié, quand je réfléchirai où j'ai envie de vivre, eh bien, j'irai plutôt vivre dans un pays où les infrastructures sont développées, où les écoles, les collèges, les lycées pour mes enfants sont de bon niveau, donc je peux leur offrir un avenir, où il y a des processus démocratiques et des élections. Donc, on voit bien que cette question démographique, elle va s'imposer à moyen ou long terme, effectivement, pour redéfinir la mondialisation, mais aussi la géopolitique mondiale. Alors, on le voit aujourd'hui.
avec les mouvements sociaux, avec cette société civile, on a clairement une société civile qui aspire partout dans le monde, et ça aussi je crois que ça a été dit par l'un de nous, qui aspire partout dans le monde à peu près aux mêmes choses. Je crois que c'est vous qui avez dit ça, hein, c'est qui veut consommer, qui veut avoir accès à... Alors je rajouterai à toute la liste des aspirations que vous avez citées, je rajouterai la santé et l'éducation. Donc c'est ce qu'on appelle la sécurité humaine. On a une société civile aujourd'hui qui, via les réseaux sociaux, via peut-être le tourisme, les voyages, les migrations aussi et les échanges entre les populations, qui s'est harmonisée et qui aspire à peu près à la même chose. J'étais d'ailleurs assez surprise, alors je ne vais pas revenir sur ce sujet super polémique, mais malgré tout, moi j'étais assez surprise après le 7 octobre de voir combien partout dans le monde la réaction des populations était relativement harmonisée par rapport à ce qui s'était passé, condamnant mais s'inquiétant en même temps, et au décalage qu'il y avait avec les États, pareil, partout dans le monde, le décalage entre ces sociétés civiles et ces États. Ils étaient tous d'accord, les États et les sociétés civiles étaient tous d'accord, mais sur des positions radicalement différentes, et puis les choses ont bougé. D'ailleurs, les choses ont bougé plus vite dans les autocraties que dans nos démocraties, parce que la société civile, mine de rien, c'est très important aussi dans une autocratie. On ne vote pas, on ne sanctionne pas, mais quand on descend dans la rue ou quand on a des mouvements sociaux, on est beaucoup plus menaçant pour le pouvoir en place que dans une démocratie. C'est assez intéressant. Alors ces sociétés civiles, eh bien, comme je le disais aussi dans mon introduction, je crois que ce qui malgré tout les divise aujourd'hui, et à tous les niveaux de la population, j'ai un collègue qui récemment était au G20 qui était organisé au Brésil, le G20 des jeunes qui était organisé au Brésil, il est revenu extrêmement choqué de constater que les jeunes étaient très divisés dans le monde, entre, encore une fois, ce que je disais en introduction, entre les progressistes, ceux qui pensent que tout ce qui s'est passé ces 20 dernières années est formidable et qu'il faut aller encore plus loin, et qui n'ont pas complètement tort, hein, et ceux qui au contraire sont très très inquiets parce que tout ce qui s'est passé ces 20 dernières années, et là aussi ils n'ont pas complètement tort, les a plutôt marginalisés, les a mis face à un risque de paupérisation, et qui sont très inquiets et qui veulent qu'on revienne en fait à le monde d'avant, qui sera un monde de plus de sécurité, de plus de protection, de plus d'accompagnement. Et donc ça, cette polarisation des sociétés civiles entraîne des mouvements sociaux, entraîne des revendications, mais entraîne aussi la polarisation de nos vies politiques, avec toutes les conséquences que l'on voit aujourd'hui. C'est assez, quand vous y réfléchissez, j'écrivais, je vous le disais quand on en a discuté, moi j'écrivais, c'est la semaine dernière, un petit papier sur comment la montée des extrêmes droites, les conséquences de comment la mondialisation avait entraîné la montée des extrêmes droites. Quand vous y réfléchissez, c'est pas très logique, parce que les effets pervers de la mondialisation, c'est plutôt des conséquences sociales, c'est plutôt le risque de paupérisation, etc. On aurait pu imaginer, et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé il y a une vingtaine d'années, une montée des mouvements plutôt d'extrême gauche en réalité. C'est ce qui s'est passé au début des années 2000 avec les mouvements sociaux mondiaux, avec cette gauche qui s'est globalisée, etc. Pour autant, à la fin, la réponse proposée ou alors les réponses n'ont pas été proposées, et la polarisation a conduit à des partis populistes plutôt conservateurs et plutôt de droite. Est-ce qu'ils ont les réponses, eux, à ces problèmes-là ? Il me semble que non. Il me semble que non, parce qu'ils sont dans des logiques d'affrontement, dans des logiques de stigmatisation, dans des logiques de violence et violente, et qu'ils ne vont pas répondre à cette crainte de paupérisation, à cette crainte d'appauvrissement, de marginalisation d'une partie de la population, d'une partie des pays également. Parce que si vous regardez la mondialisation, il y a des pays qui ont pu profiter de cette mondialisation et ceux qui se sont trouvés marginalisés. Et ça rejoint ce que disait Alexandra au tout début de son propos, c'est-à-dire qu'au fond, on est dans un monde aujourd'hui, et la géopolitique exprime aussi ça, et les fragmentations, les polarisations expriment aussi ça, on est dans un monde où du mouvement le plus, et de la problématique la plus locale à la plus globale, les vecteurs de transmission, les conséquences et les enjeux sont exactement les mêmes en fait. Double polarisation donc qu'évoquait effectivement Alexandra au début. Augustin. Oui, juste dire un mot sur l'immigration pour revenir aux besoins des humains. Aux Journées économiques d'Aix-en-Provence, on avait une interlocutrice indienne qui nous disait en substance, en Inde, il y a des dizaines de millions de personnes qui sont formées pour s'occuper des gens, soigner les gens, qui rêveraient de venir dans vos EHPAD.
Simplement, il faudrait que vous les accueilliez bien. Mais si vous les accueillez bien, nous, on serait ravis, nous, Indiens, de venir s'occuper de vos personnes âgées. Dans les années 60, vous vous souvenez, des entreprises comme Peugeot faisaient venir par des charters entiers des personnes du Maghreb pour pouvoir construire des voitures. Donc nous étions très heureux de faire venir des immigrés. Et peut-être que dans les 10 ou 20 années à venir, on sera également très heureux dans nos EHPAD qui vont se remplir, de faire venir des personnes du Sri Lanka, d'Inde, pour s'occuper de nos personnes âgées dans des conditions économiques beaucoup plus favorables que ce que pourraient permettre des Européens et qui rendront des vrais services. Pareil, quand Patrick dit qu'il n'y aura plus que 600 millions de Chinois dans 80 ans, il faudra bien s'occuper des personnes âgées chinoises. Donc, on en revient au sujet des migrations. Et je pense que les migrations sont vues aujourd'hui comme une menace à raison des difficultés d'intégration dans nos banlieues, etc., etc. Mais sur le très long terme, c'est aussi une opportunité économique pour que des gens qui sont prêts à rendre service puissent rendre service à des gens qui en ont besoin. Voilà. Avant de prendre les questions, Patrick, sur le long terme, est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas encore dites ? Oui, je n'ai pas parlé des tensions dans chaque pays que peut causer l'augmentation des inégalités. Donc, j'aurais parlé des États-Unis. Aux États-Unis, on a des données qui montrent que la seule partie de la population américaine qui a un gain de salaire, une hausse de son salaire, ce sont les diplômés de l'enseignement supérieur. C'est vraiment le critère qui marche le mieux. Et les autres Américains ont eu une stagnation ou un recul de leur niveau de vie. Donc je crois pas qu'une société peut continuer comme ça très longtemps. Et donc il y a aussi un risque de conflit intérieur dans certains pays qui est lié au niveau extraordinairement élevé des inégalités et qui s'accroît. Alors curieusement, si on fait le même calcul sur la France, on n'a pas d'augmentation des inégalités. Si on calcule les indices de Gini, par exemple d'inégalité de revenus, elles sont stables ou même légèrement en baisse. Mais aux États-Unis, on a une augmentation absolument insupportable des inégalités et qui cible vraiment le niveau d'éducation, qui dépend du niveau d'éducation des gens. Donc pour donner un chiffre, les Américains qui ont un diplôme universitaire ont eu une augmentation de 25% de leur salaire entre 2018 et 2022, ça fait 5 ou 6% par an, alors que les autres Américains ont eu 0 ou un chiffre négatif. Et donc, je crois que si on regardait le risque que devaient analyser les entreprises, le risque d'explosion sociale n'est pas négligeable. Et curieusement, si on regarde les grands pays, c'est aux États-Unis que ce risque est le plus élevé, parce qu'il y a vraiment une société extraordinairement inégalitaire. On en revient encore à cette polarisation ou bipolarisation et qui crée des tensions qui peuvent amener évidemment, on l'a vu depuis 15 ou 20 ans. Et en fait qui raccourcit le temps politique. Voilà, alors ça c'est un autre point important. Le cycle politique. C'est-à-dire que Trump, dont on a parlé, a montré qu'avec un changement de président, le président qui succède à l'autre est capable, a les moyens de démanteler beaucoup de politiques avaient été implémentées par son prédécesseur, et notamment, on l'a vu sur la question climatique. Ce qui fait qu'en fait, pour nous, Européens, et moi je travaille au quotidien dans la relation intra-européenne et transatlantique, on se rend compte qu'on a du mal finalement à vraiment faire pleinement confiance à notre allié américain. C'est-à-dire qu'on se dit, entre leurs élections de mi-mandat tous les 2 ans et leurs élections présidentielles tous les 4 ans, on regarde notre montre et on dit for how long en fait, pour combien de temps est-ce qu'on peut compter sur l'engagement américain, sur le climat, sur d'autres sujets. Est-ce qu'on peut éviter certaines sanctions? Quid de l'extraterritorialité? Est-ce que nos entreprises tech ne vont pas être de plus en plus exposées aussi aux droits de regard américains qu'ils s'octroient en nous disant arrêtez d'exporter de la tech dite sensible ou de pointe vers la Chine parce qu'en fait vous êtes en train d'alimenter le futur de la puissance militaire chinoise. Donc c'est pour ça que je parle vraiment de ce lien entre sécurité économique
économique, sécurité nationale. En fait, il y a une porosité entre tous les secteurs. Et c'est vrai que cette polarisation raccourcit le temps politique et en fait appauvrit en même temps le débat politique. Parce que comme il y a tout le temps ces changements, ces chamboulements, on ne se fait pas confiance et on n'arrive pas finalement à poser, on le voit ici en France, en Europe, mais aussi aux États-Unis, à donner un cap au pays. Parce qu'on se dit, de toute façon, c'est potentiellement réversible. Et c'est ce qui se passe aux États-Unis. C'est-à-dire que nous, Européens, on regarde notre allié américain et on se dit, bon, on a à peu près 2 ans ou 4 ans, mais quid de l'après? Et ça, c'est très déstabilisant. Et en fait, c'est pas Trump. Je pense qu'on fait un big deal de Trump. Trump n'est pas la personne imprévisible qu'on croit. Ce qui est devenu imprévisible, c'est le système politique américain à cause de la polarisation, de l'hyperpolarisation. Et la dernière chose sur laquelle je voulais terminer, c'est aussi cette articulation temps court, temps long, qui est très important pour moi. C'est-à-dire qu'il faut non seulement regarder les potentielles disruptions ou scénarios de crise, mais il faut aussi regarder les constances. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que la politique américaine reste constante sur certains sujets. Et c'est sur ces constantes qu'il faut qu'on travaille. Parce que c'est ce qui va rester malgré un changement de président américain. Et ce qui reste, c'est cette volonté de superpuissance, gendarme du monde, alors plus le gendarme militaire, mais bien sûr le gendarme financier, économique. C'est-à-dire que tous les outils aujourd'hui qu'un Biden, Trump, Obama déploient pour répondre à des crises géopolitiques ou dans leurs relations avec nous pour nous mettre la pression, ce sont des outils économiques et financiers. C'est l'extraterritorialité, ce sont les sanctions. Et donc c'est ça qu'il faut aussi prendre en compte, c'est les constances. Regardez le temps long, parce que c'est ce qui reste malgré les disruptions politiques ou les changements d'un président à la tête de la Maison-Blanche. Question ponctuelle reçue par la tablette. Comment est-ce qu'on concilie polarisation et fragmentation géopolitique? Alors on en a pas mal parlé, mais visiblement ça a besoin d'être encore explicité. Peut-être Sylvie. C'est une excellente question et je crois qu'on est justement dans une phase de transition où on doit apprendre cela. Alexandra, au début de son propos, parlait de ces hommes d'État, ces politiques qui devaient apprendre en fait et mieux comprendre le contexte pour apprendre à répondre et à intégrer dans leur logiciel la diversité des revendications de la société qu'ils avaient en face d'eux. Sinon, on entraîne la polarisation et la fragmentation de nos vies politiques intérieures. Mais je pense qu'au niveau international, c'est exactement pareil. C'est qu'à un moment donné, je vais vous prendre un exemple très simple. Est-ce que, je ne sais pas si c'est très anecdotique, mais malgré tout, au-delà de l'anecdote, moi, j'ai complètement par hasard, je suis tombée il y a quelques mois, c'était l'an passé, me semble-t-il, sur l'investiture de Lula, président du Brésil. Qui était présent au Brésil pour l'investiture de Lula? Vous aviez tous les chefs d'État des pays du Sud. En France, on n'avait même pas envoyé un ministre, on avait envoyé un secrétaire d'État. Ce sont des choses qui paraissent une évidence quand vous faites de la géopolitique, parce qu'on a intégré depuis une vingtaine d'années ces changements qui étaient en cours, cette émergence qui était en cours. C'est une chose qui visiblement n'a pas encore infusé dans la tête de nos leaders politiques. Quand vous avez un pays aussi puissant que le Brésil qui intronise son nouveau chef d'État, eh bien, vous envoyez à minima le numéro 2 de votre gouvernement ou le président de l'Assemblée nationale. Enfin, vous voyez, et donc la réponse, elle est très simple en fait. Elle est là. Elle est prenons en compte qu'il n'existe pas que finalement l'Occident versus le reste face au reste du monde, c'est nous-mêmes qui, par nos réflexes de dominants depuis des décennies et depuis des siècles, intégrons cela ou n'avons pas intégré que le monde avait changé et qu'aujourd'hui on était dans un monde de multipolarisation
multipolaire et qu'il fallait accepter cette multipolarité. Et ce qui est intéressant, et je vais faire le lien avec les entreprises, c'est que je pense que pour le coup, on a beaucoup parlé des entreprises et de la géopolitique et du réveil tardif géopolitique des entreprises face aux enjeux géopolitiques. Pour le coup, je pense que les entreprises, parce qu'elles se sont internationalisées de longue date, ont bien intégré, ont beaucoup mieux intégré ces enjeux que nos chefs d'État aujourd'hui. Alors, il y a justement dans la continuité de ce que vous dites, il y a une question sur, on a beaucoup parlé Chine, États-Unis, mais est-ce que le point essentiel et qui contribue à cette fragmentation idéologique puis à ces nouvelles routes de la mondialisation, est-ce que c'est pas justement la montée des émergents? Est-ce qu'on ne minore pas trop cette dimension qui est absolument essentielle? Patrick? Je vais commencer. Bon, si on fait des prévisions alors assez rudimentaires, en extrapolant la population, les gains de productivité, etc., on voit que les gagnants des 50 prochaines années ou des 30 prochaines années, ce sont les États-Unis et ce sont les pays d'Asie du Sud-Est, l'ASEAN, quoi, je veux dire. Et que les perdants, et l'Inde et l'Afrique, gagne évidemment en poids dans l'économie mondiale, mais reste extrêmement petit. Augustin faisait un calcul il y a quelques minutes, montrant que l'Inde, dans 30 ans, aura un revenu par habitant qui est le quart ou le cinquième de celui des États-Unis. Aujourd'hui, c'est le 16e de celui des États-Unis. Donc, à l'horizon de 40-50 ans, l'Afrique et l'Inde restent des petits pays dans leur poids, en termes de poids dans l'économie mondiale. Donc, si on a une entreprise qui croit à la démographie et qui croit à la stabilité des gains de productivité, il faut centrer son activité sur l'Asie du Sud-Est et les États-Unis. Et alors l'Europe est pénalisée par sa démographie et par l'absence de gains de productivité. Et l'Amérique latine est pénalisée aussi par l'insuffisance des investissements et la démographie qui est très pénalisante. Donc le cœur du monde va se déplacer vers l'Asie du Sud-Est et vers les États-Unis. Question de la salle, physique. Madame, est-ce qu'on peut vous apporter un micro? Est-ce que je vous apporte le mien? Bonjour, question simple. Merci beaucoup de votre intervention. Monsieur Artus, toujours ravi de vous entendre. Je vous réutilise dans mon cours tous les ans. Alors, question simple, disais-je, la première capitalisation boursière mondiale, c'est Nvidia. 3 000 milliards de dollars, sans usine, entreprise sans usine. Qu'en pensez-vous? Elle a quand même des productions. Elle a inventé un nouveau modèle de puce qu'on appelle la puce matricielle. Et il y a une dizaine d'années, elle a créé une espèce de saut technologique pour les jeux vidéo. Donc en fait, c'est quand même une entreprise avec des chercheurs géniaux. Aujourd'hui, les gens d'Intel estiment qu'ils ont 8 ans de retard par rapport à Nvidia. Ce qui fait que Nvidia a un pricing power qui est hors du commun, puisque je crois que la puce à l'unité vaut plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc ils ont quand même des usines pour produire ces puces. C'est des puces qui permettent d'aller à une vitesse révolutionnaire par rapport aux autres. Et donc, la question, c'est de savoir combien de temps ils pourront garder ce pricing power, compte du fait que tous les autres fabricants de puces essayent de les rattraper. Non, mais ils n'ont pas d'usine, effectivement. Ils font fabriquer. Fabriquer. Oui, c'est ça, ils font fabriquer, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils font bien fabriquer dans des usines, c'est ça que je veux dire. Oui, ça, certes. C'est pas Alcatel qui, il y a 25 ans, théorisait l'entreprise sans usine que racontait Tchuruk. Est-ce qu'il y a très vite une autre question? Hop. Je fais à nouveau le déplacement. Merci beaucoup. Bonjour, moi ma question portera sur les prochaines élections américaines. Est-ce que le résultat de ces élections va avoir une inflexion majeure sur la fragmentation dont vous parlez, ou est-ce que finalement, on a un peu tendance à le penser en vous écoutant, ce sera un non-événement? Et question subsidiaire, où en est la Trump-proofisation des entreprises? Alors pour ceux qui ne savent pas, Trump-proof, ça veut dire s'adapter au risque de la prochaine élection de Trump, si je ne m'abuse. Merci.
Je veux bien commencer. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est important d'anticiper là où les disruptions, mais en fait, il faut regarder les constances. Et c'est vrai qu'on voit une continuité, en fait, finalement, de la politique américaine, qu'elle soit économique, stratégique, militaire, avec quelques nuances. Mais si je prends la séquence, moi j'étais au Quai d'Orsay à l'époque d'Obama, je voyais le vent tourner. C'est-à-dire Obama, c'était déjà le pivot, on se souvient, vers l'Asie, la crainte d'une Europe qui soit un peu négligée par les États-Unis, des questions vraiment sur le leadership américain. Ça s'est approfondi avec Trump. Alors après, sous Biden, la guerre en Ukraine a fait que les États-Unis ont dû recalibrer et se réinvestir dans la sécurité et la défense européenne, puisque nous ne sommes pas équipés ni capables finalement de préserver notre propre sécurité et notre défense sans le gendarme américain. Mais ce que l'on voit, et là notamment sur les questions économiques dont on parle, c'est qu'on a vraiment un virage américain. Après en fait 20 années de guerre contre le terrorisme, c'est-à-dire de projection de la puissance américaine, on est entré dans une ère de la protection, voire du protectionnisme. L'Europe suit exactement la même tendance. De toute façon, ce qui se passe aux États-Unis, vous l'avez en Europe 10 ans, voire maintenant 5 ans plus tard. Et donc ce protectionnisme américain, on le voit notamment avec différentes lois bipartisanes votées par les démocrates et les républicains, le fameux IRA, le Inflation Reduction Act, qui libère des fonds fédéraux massifs pour investir dans les industries, la tech, les infrastructures américaines, eh bien, viennent directement nous impacter nous, c'est-à-dire notre compétitivité et nos intérêts industriels européens. Et donc, et c'est là où, en fait, la compétition US-Chine, parce que tout ça, les États-Unis le font par rapport à la rivalité avec la Chine. Il y en a un, alors c'est une formule que j'aime bien, qu'il a bien formulée, c'est Tony Blinken, le secrétaire d'État américain, et je terminerai là-dessus. Il a dit la politique américaine vis-à-vis de la Chine, alors c'est pas de l'endiguement, même si ça l'est complètement, mais c'est comment faire en sorte, how to make America run faster than China. Comment faire en sorte que l'Amérique court plus vite que la Chine, et notamment sur les questions technologiques. Et là, vous comprenez tout la dimension politique intérieure. On investit dans l'industrie, l'infra, la tech américaine, parce qu'on veut rester number one. Et c'est ce qui fait que nous, Européens, on n'est pas dans la même démarche par rapport à la Chine. Donc c'est là où vous avez des crispations et une Europe qui est de plus en plus squeezée, coincée, entre une Amérique qui nous fait pression en disant « vous êtes trop mou par rapport à la Chine, secouez-vous, sinon on va vous sanctionner et on va sanctionner vos entreprises », c'est déjà le cas. Et de l'autre côté, on a la Chine qui dit « attendez, vous êtes gentils, mais vous dépendez de nous sur beaucoup d'aspects, notamment pour votre transition verte ». On dépend intégralement de la tech et de l'industrie chinoise pour pouvoir faire notre transition énergétique. Et donc, il va falloir qu'on trouve un moyen de continuer à commercer. Et là, c'est le nœud du problème. On a une Europe qui est au milieu et qui n'est pas équipée pour en fait naviguer grossièrement entre les États-Unis et la Chine. Et d'où le Sud global, qui se présente en fait aujourd'hui pour moi comme l'échiquier sur lequel se joue cette rivalité US-Chine et où nous, Européens, on a une énorme opportunité. C'est-à-dire que l'Inde, le Brésil, la Turquie, l'Afrique du Sud n'ont aucune envie d'être pris dans cette bipolarité US-Chine. Et donc l'Europe est un peu au milieu et elle a une offre en fait qui est très intéressante pour ces pays-là, dans pratiquement tous les domaines. Et on l'utilise, on ne l'exploite pas du tout assez. Merci. Le titre... Non, c'est fini. La session était titrée de la fragmentation idéologique à la fragmentation économique, point d'interrogation. Fragmentation idéologique, oui. Il y en a beaucoup, on en a parlé sous toutes ses formes, notamment du côté des États-Unis, on vient de le faire à nouveau, notamment du côté de la Chine, avec une Europe qui a du mal à se positionner. Fragmentation économique, c'est beaucoup plus compliqué à voir, c'est plus compliqué à déceler, à décrire. Ça ne veut pas dire qu'elle ne se produit pas, mais il y a des résistances extrêmement fortes et nous les avons bien décrites. Je pense que vous pouvez remercier maintenant notre panel, même si...
Merci.